Mon père m'a humilié devant toute la famille. Regarde ta sœur, elle a une villa de rêve alors que tu loues encore. Ils riaient tous. Jusqu'à ce que je révèle qui est le vrai propriétaire. Le silence fut total, et ma sœur a failli s'évanouir quand j'ai dit « Tu maître doit 48 000 euros ». Le 30 décembre est une date qui, pour la majorité des gens, évoque l'excitation des préparatifs de la Saint-Sylvestre, les bulles de champagne et les promesses de renouveau. Pour moi, Soline, cette date a toujours eu le goût métallique de l'anxiété et la lourdeur du plomb. C'était le jour immuable du dîner du réveillon anticipé de mes parents, une tradition familiale que mon père, Valérie, avait instaurée il y a 20 ans pour, disait-il, célébrer en famille avant que chacun ne parte faire la fête avec ses amis. En réalité, c'était une convocation annuelle au tribunal familial où chacun était jugé sur ses réussites de l'année, et où la sentence était invariablement l'humiliation ou l'adulation, selon que l'on s'appelait Soline ou Daphné. Je conduisais ma Peugeot 206 grise, une voiture fiable mais vieillissante qui affichait plus de 200 000 km au compteur. Le chauffage fonctionnait mal, soufflant un air tiède qui ne parvenait pas à chasser l'humidité glaciale de cet hiver rigoureux. Mes mains étaient crispées sur le volant, mes jointures blanchies par la tension. Chaque kilomètre qui me rapprochait de la maison de mon enfance augmentait la pression dans ma poitrine, comme si un étau invisible se resserrait autour de mes côtes. Je connaissais par cœur ce trajet, chaque virage, chaque arbre dénudé le long de la départementale, et chaque repère visuel agissait comme un compte à rebours vers l'inévitable confrontation. En arrivant devant la grille en fer forgé de la propriété familiale, j'ai marqué un temps d'arrêt. La maison était imposante, une bâtisse bourgeoise que mes parents avaient passé leur vie à décorer pour qu'elle paraisse plus noble qu'elle ne l'était vraiment. Les lumières brillaient à chaque fenêtre, projetant des rectangles dorés sur la pelouse givrée. C'était une image de carte postale, une vision de chaleur et d'accueil. Mais je savais que c'était un leurre. À l'intérieur, la chaleur n'était que thermique, l'atmosphère émotionnelle, elle, était polaire. J'ai garé ma voiture tout au bout de l'allée, presque cachée derrière un grand chêne, comme pour la protéger du regard critique de mon père. L'allée ressemblait déjà au parking d'un concessionnaire de luxe. Il y avait la Mercedes noire rutilante de mon oncle Pierre, le SUV BMW de mon père qui brillait sous les projecteurs automatiques, et bien sûr, trônant au milieu comme la reine du bal, l'Audi Q7 blanche de ma sœur Daphné. Elle était garée de travers, prenant de place, une affirmation territoriale silencieuse. Je suis là, et je prends toute la place. J'ai coupé le contact. Le silence est retombé dans l'habitacle, seulement troublé par le tic-tac du moteur qui refroidissait. J'ai pris une profonde inspiration, tentant de calmer les battements désordonnés de mon cœur. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Mes cheveux châtains étaient tirés en un chignon strict, mon maquillage était léger, presque invisible. Je portais un pull en laine beige de bonne qualité mais sans marque apparente et un pantalon noir classique. J'étais l'image même de la discrétion. C'était mon armure. Ne pas attirer l'attention. Ne pas donner prise à la critique. Être beige, être neutre, être invisible. Avant de sortir, j'ai posé la main sur mon sac à main posé sur le siège passager. À l'intérieur, mon téléphone contenait une bombe nucléaire numérique, un simple fichier PDF qui avait le pouvoir de réduire en cendres les mensonges sur lesquels ma famille avait bâti son année. J'ai hésité un instant. Étais-je prête à appuyer sur le bouton ? Étais-je prête à devenir le méchant de leur histoire pour enfin devenir l'héroïne de la mienne ? La réponse, je le sentais au fond de mes tripes, était oui. J'ai ouvert la portière et je suis sortie affronter le froid. En franchissant le seuil de la porte d'entrée, j'ai été immédiatement assaillie par un mélange d'odeurs familières et esséurantes. Le parfum capiteux de ma mère, un mélange de rose et de musc trop fort, l'odeur de cire pour meubles anciens, et les effluves de foie gras poêlé venant de la cuisine. Le brouhaha des conversations s'est suspendu une fraction de seconde à mon apparition, comme une respiration retenue, avant de reprendre avec une intensité forcée. C'était toujours comme ça. Mon arrivée n'était pas un événement joyeux, c'était une interruption. Ma mère, Bertie, est arrivée vers moi. Elle portait une robe en velours bordeaux qui la boudinait légèrement, et ses doigts étaient chargés de bagues. Elle m'a tendu la joue pour une bise rapide, sans contact réel, un baiser d'air. « Soline, tu es là », a-t-elle dit, non pas comme une salutation, mais comme un constat légèrement décevant. On se demandait si ta voiture avait tenu le coup. Tu sais, Pierre disait justement qu'il est dangereux de rouler dans une telle épave par ce temps. Bonsoir maman, ai-je répondu en ignorant la pique. La voiture va très bien. Elle est entretenue.
Elle a émis un petit rire sec, un bruit de gorge qui signifiait qu'elle n'était pas d'accord mais qu'elle n'avait pas l'énergie de débattre avec quelqu'un d'aussi obstiné que moi. Allez, débarrasse-toi de ce manteau. Oh, c'est le même que l'année dernière? Tu sais, il y a des soldes intéressantes en ce moment, tu devrais faire un effort pour te présenter sous un meilleur jour. Ta sœur a amené des amis importants ce soir. J'ai accroché mon manteau au porte-manteau, où il semblait disparaître sous la montagne de fourrure, de cachemire et de cuir coûteux des autres invités. J'ai lissé mon pull, gardant la tête haute. Je suis très bien comme ça, maman. Elle a levé les yeux au ciel et est repartie vers la cuisine, me laissant seule dans le hall. J'ai avancé vers le salon. La pièce était bondée. Il y avait la maisoncle, mes tantes, quelques cousins, et au centre de tout, rayonnante, bruyante, excessive, se trouvait Daphné. Daphné, ma sœur aînée. L'enfant prodige. L'enfant soleil. Elle portait une robe à paillettes dorées qui valait probablement 3 mois de mon prétendu salaire. Elle tenait une coupe de champagne dans une main et gesticulait de l'autre, captivant un auditoire composé de mon père et de 2 oncles admiratifs. Son mari, Léandre, se tenait un peu en retrait, un sourire figé sur le visage, l'air d'un accessoire décoratif qu'on aurait oublié de ranger. « Regardez qui voilà !» s'est exclamé mon père, Valérie, en me voyant. Sa voix était déjà pâteuse, signe qu'il avait commencé l'apéritif bien avant l'arrivée des invités. « Notre petite fonctionnaire est arrivée. » Alors, Soline, toujours à compter les trombones au bureau? Les rires ont fusé. C'était la blague récurrente. Ils pensaient tous que je travaillais dans l'administration basique, à trier des dossiers poussiéreux. Personne n'avait jamais pris la peine de comprendre ce qu'était réellement mon métier. « Bonsoir papa », ai-je dit calmement. Non, je ne compte pas les trombones. Je gère des risques. Des risques? A-t-il ricané en se tournant vers l'assemblée. Vous entendez ça? Elle gère des risques. Le seul risque que tu prends, ma pauvre fille, c'est de mourir d'ennui. Regarde ta sœur. Ça, c'est de la prise de risque. Se lancer dans l'influence, acheter de l'immobilier de prestige, vivre la grande vie. Daphné m'a lancé un regard de fausse commisération, ce regard qu'on accorde à un animal blessé qu'on s'apprête à achever. Oh papa, arrête de l'embêter, a-t-elle minaudé. Tout le monde n'a pas l'ambition de construire un empire. Soline est heureuse dans sa petite vie, simple. N'est-ce pas, Soso? L'utilisation de ce surnom infantile, qu'elle savait que je détestais, était une petite aiguille plantée sous ma peau. J'ai serré les dents, forçant un sourire poli. Je suis très heureuse, merci Daphné. Et toi? Comment se passe la vie dans votre château? C'était le déclencheur qu'elle attendait. Elle s'est lancée dans une tirade sur sa nouvelle vie, mais avant que je ne vous raconte la suite de ce massacre, j'ai une question pour vous. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous ont déjà ressenti cette boule au ventre avant un repas de famille. Dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo ce soir? Est-ce que vous êtes à Paris, à Marseille, à Montréal ou ailleurs? Et quelle heure est-il chez vous? J'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule à être éveillée face à l'injustice. Tandis que Daphné parlait, décrivant la vue époustouflante depuis sa terrasse et la qualité exceptionnelle de ses voisins, mon esprit s'est échappé. Je me suis réfugiée dans ce que j'appelle mon musée des douleurs. C'est un endroit sombre dans ma mémoire où je conserve précieusement chaque injustice, chaque différence de traitement, non pas par masochisme, mais pour ne jamais oublier qui ils sont vraiment. C'est le carburant qui m'a permis de construire ma vie en secret. Je me suis revue à 18 ans. C'était un jour de juillet caniculaire. J'avais couru jusqu'à la maison, le papier de mes résultats du baccalauréat serré dans ma main moite. Mention très bien. J'avais travaillé chaque soir, chaque week-end, refusant les sorties, m'enfermant dans ma chambre pour étudier. Je pensais que, pour une fois, je verrais de la fierté dans les yeux de mon père. Je suis entrée dans le salon. Mon père lisait le journal, ma mère regardait la télévision. J'ai eu ma mention très bien. Ai-je crié, le souffle court. Mon père a baissé son journal, m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit « C'est bien. En même temps, tu n'as que ça à faire, étudier. Tu n'as pas la vie sociale de ta sœur. » C'était tout. Pas de bravo, pas de « je suis fière de toi ». Juste un rappel que j'étais l'ennuyeuse de service.
2 ans plus tôt, quand Daphné avait obtenu son bac au rattrapage, après avoir redoublé sa première, mes parents avaient organisé une fête gigantesque dans le jardin avec un DJ, un traiteur et des feux d'artifice. Ils lui avaient offert une Fiat 500 neuve avec un gros nœud rouge sur le toit. « Tu as tellement travaillé, ma chérie, tu mérites de décompresser », disait ma mère en la serrant dans ses bras. Moi, pour ma mention très bien, j'avais eu droit à un stylo plume. Un beau stylo, certes, mais un stylo. Le message était clair, Daphné est faite pour s'amuser et briller, Soline est faite pour travailler et se taire. Une autre vitrine de mon musée s'est ouverte. Noël 2020. Je venais de recevoir mon premier gros bonus annuel. J'avais voulu marquer le coup. J'avais acheté pour ma mère un sac de créateur, un classique intemporel, en cuir véritable, d'une valeur de 1 500 €. J'avais passé des semaines à choisir la couleur parfaite. Quand elle a ouvert le paquet, elle a fait une moue dubitative. « C'est très brun », a-t-elle dit. « Et le cuir est un peu rigide, non ? » « C'est gentil, Soline, mais je ne sais pas si ça ira avec mes manteaux. » 10 minutes plus tard, Daphné lui a offert une écharpe en acrylique achetée dans une chaîne de magasins bon marché, probablement à la dernière minute. Elle était rose fuchsia, criarde. Oh ! Quelle couleur magnifique ! S'est exclamée ma mère en l'enroulant autour de son cou. Ça me donne bonne mine. Tu as vraiment l'œil pour les couleurs, ma chérie. Merci, c'est le plus beau cadeau. Le sac à 1 500 € a fini au fond d'un placard, et je l'ai vu porter l'écharpe bon marché tout l'hiver. Ce jour-là, j'ai compris une vérité fondamentale. Ce n'était pas la valeur du cadeau qui comptait, c'était la personne qui l'offrait. Tout ce qui venait de moi était terni par ma condition de seconde, d'ombre, de bouc émissaire. Tout ce qui venait de Daphné était de l'or pur. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de chercher leur validation. J'ai compris que je ne pourrais jamais gagner à leur jeu, car les règles étaient truquées dès le départ. Alors j'ai commencé à jouer à mon propre jeu. Un jeu secret. Un jeu où les points se comptaient en euros sur mon compte en banque, en investissements immobiliers et en liberté. Ma famille pense que je suis une simple employée de bureau, une assistante administrative interchangeable. Ils n'ont jamais cherché à comprendre l'intitulé exact de mon poste, actuaire senior spécialisé dans la modélisation des risques catastrophiques pour une des plus grandes compagnies de réassurance mondiale. Mon travail consiste à prédire l'imprévisible. Je manie des probabilités, des statistiques complexes et des modèles financiers pour évaluer combien coûtera un ouragan en Floride ou un tremblement de terre au Japon. C'est un métier de l'ombre, certes, mais c'est un métier d'élite, extrêmement bien rémunéré. Je gagne en un mois ce que mon père gagnait en 4 mois à l'apogée de sa carrière. Mes bonus annuels dépassent le revenu annuel de la plupart des ménages français. Mais je n'en montre rien. Absolument rien. Pourquoi ? Parce que l'argent est un pouvoir, et que dans ma famille, si vous avez du pouvoir, on essaie de vous le prendre ou de vous faire sentir coupable de l'avoir. Si mes parents savaient combien je gagne, ils exigeraient que je finance le train de vie de Daphné. Ils diraient, tu as tellement, tu peux bien aider ta sœur qui a du mal à démarrer. Je deviendrai leur banque personnelle, sans intérêt et sans remboursement. Alors, j'ai construit une façade parfaite. Je vis dans un petit appartement en location en centre-ville, propre mais modeste. Je conduis ma vieille voiture. Je porte des vêtements simples. Quand on me demande si je veux aller au restaurant, je vérifie les prix et je dis parfois, c'est un peu cher pour moi ce mois-ci, juste pour entretenir l'illusion. C'est une performance d'acteur digne d'un Oscar, joué 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pendant que Daphné accumule les dettes de consommation pour acheter des vêtements de marque et louer des voitures de luxe pour ses photos Instagram, j'accumule du patrimoine. J'ai un portefeuille d'actions diversifié. J'ai des comptes d'épargne remplis. Et surtout, j'ai commencé à investir dans la pierre. Mon coup de maître a été réalisé il y a 2 ans. En pleine crise sanitaire, alors que le marché était incertain, j'ai repéré une opportunité unique. Une villa d'architecte au bord du lac d'Annecy. Le propriétaire, un entrepreneur anglais pressé par un divorce houleux, voulait vendre vite et en toute discrétion. La maison était un rêve. De grandes baies vitrées donnant sur l'eau turquoise, un ponton privé, un jardin paysager de 2000 mètres carrés. C'était le genre de maison que l'on voit dans les magazines. Je l'ai acheté. Pas en mon nom propre, bien sûr. J'ai créé une société civile immobilière, la SCISL.N Investissement. S pour Soline.
L pour liberté. N pour nouvelle vie. J'ai payé une grande partie comptant grâce à mes économies, et j'ai emprunté le reste à des taux historiquement bas. Pour le monde extérieur, la maison appartenait à une société anonyme. Pour moi, c'était mon sanctuaire secret. J'y allais les week-ends en disant à mes parents que je partais en randonnée avec un club de marche. Je passais mes journées à lire sur le ponton, à cuisiner dans ma cuisine ultramoderne, à me sentir, pour la première fois, chez moi. C'était mon jardin secret, mon refuge loin de la toxicité familiale. Jusqu'à ce que Daphné, dans sa quête éternelle de paraître plus riche qu'elle ne l'est, ne vienne frapper à ma porte sans le savoir. Tout a basculé au mois de juillet dernier. Je venais d'accepter une mission de 6 mois à l'étranger pour mon travail, une opportunité incroyable à Singapour. Je ne voulais pas laisser ma maison d'Annecy vide pendant si longtemps, non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi parce qu'une maison inhabitée s'abîme vite. J'ai donc contacté ma gestionnaire immobilière, Madame Ombeline, une femme stricte et professionnelle qui ignorait toute ma vie personnelle. Je lui ai donné des instructions claires. Trouver un locataire fiable, discret, pour un bail de courte durée, 6 mois à 1 an maximum. Le loyer était élevé, justifié par le standing exceptionnel du bien, 3 800 € par mois. Une semaine plus tard, Madame Ombeline m'a envoyé un email. Chère Madame, nous avons une candidature très insistante. Le dossier financier est un peu juste, mais ils ont une caution solidaire très solide. Ils sont tombés amoureux de la maison et disent vouloir l'acheter plus tard, ce qui pourrait être intéressant pour vous. J'ai ouvert la pièce jointe distraitement, en buvant mon café. Et là, j'ai failli recracher ma gorgée sur mon écran. Les noms sur le formulaire de candidature clignotaient comme des néons dans la nuit. Locataire, Madame Daphné, nom de famille et Monsieur Léandre, nom de famille. Caution solidaire, Monsieur Valéry et Madame Berthy, nom de famille. Ma sœur. Ma propre sœur voulait louer ma maison. J'ai d'abord cru à une blague cosmique. Puis j'ai analysé leur dossier avec mon œil d'actuaire. C'était un tissu de mensonges et d'exagérations. Daphné s'était inventé des revenus d'influenceuse totalement irréalistes. Léandre avait fourni des fiches de paie qui semblaient correctes, mais son taux d'endettement personnel était masqué. Et la caution, mes parents s'étaient portés garants. Ils avaient mis leur propre maison, celle où nous étions en train de dîner ce soir, en garantie. Ils prenaient un risque financier démesuré pour permettre à Daphné de vivre dans un décor de rêve qu'elle ne pouvait pas se payer. Mon premier réflexe a été de refuser catégoriquement. Je ne voulais pas de chez moi. Je ne voulais pas qu'il souille mon sanctuaire. Mais ensuite, une idée sombre et séduisante a germé dans mon esprit. Si je refusais, ils trouveraient une autre victime. Si j'acceptais, j'aurais le contrôle. Je saurais exactement où ils en sont. Je serais leur propriétaire invisible. Je verrais jusqu'où ils sont prêts à aller dans le mensonge. C'était dangereux. C'était peut-être malsain. Mais après 30 ans d'humiliation, l'idée de tenir le destin de ma sœur entre mes mains était trop tentante. J'ai répondu à Madame Ombeline, dossier accepté. Mais attention, je veux que mon identité reste strictement confidentielle. Ils ne doivent connaître que le nom de la société, SL.N Investissement. Et soyez intransigeante sur les paiements. Pas de faveur. Ils ont emménagé en août. Daphné a immédiatement inondé Instagram de photos de sa nouvelle acquisition. #propriétaire, #dreamhouse, #successlife. Elle racontait à tout le monde qu'elle avait acheté la maison. Mes parents étaient fiers comme des paons. Les 2 premiers mois, le loyer a été payé. En retard, mais payé. Puis, en octobre, rien. En novembre, rien. En décembre, rien. Madame Ombeline les a relancés. Daphné a inventé des excuses. Problème de virement international, changement de banque, bloqué par les fêtes. Aujourd'hui, nous étions le 30 décembre. La dette s'élevait à 3 mois de loyer plus les pénalités. Ils me devaient une fortune. Et ils étaient là, assis devant moi, à manger du foie gras et à se vanter de leur richesse, sans savoir que la personne qu'ils étaient en train d'arnaquer était assise juste en face d'eux, coupant son pain en silence. Revenons à ce dîner maudit. Nous étions passés au plat de résistance, un chapon au marron que ma mère servait avec une fierté disproportionnée. Le vin coulait à flots, déliant les langues et désinhibant les instincts les plus bas. Daphné était en pleine forme.
Elle racontait à l'un de mes oncles comment elle avait refait toute la décoration de la villa. C'était horrible avant, disait-elle en piquant une pomme de terre. Très froid, très impersonnel. J'ai dû tout repenser pour lui donner une âme. On a fait venir des tapis du Maroc, changer les luminaires pour du design italien. Ça nous a coûté une fortune, mais quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas Léandre? Léandre, le nez dans son assiette, a grommelé un vague oui. Il avait l'air d'un homme qui marche vers l'échafaud. Je savais pourquoi. C'était lui qui recevait les appels de l'huissier depuis une semaine. Il savait que le mur se rapprochait. Mais il était trop lâche pour arrêter la machine infernale de sa femme. Moi, j'écoutais en silence. Je savais qu'elle mentait. Les tapis marocains? J'avais vu les photos de l'agence lors de l'inspection trimestrielle. Il n'y avait aucun tapis marocain. Elle avait juste posé quelques coussins IKEA bon marché sur MON Canapé Roche-Beaubois. Et le pire, c'était l'approbation générale. Quelle femme de goût! S'exclamait ma tante. Tu as vraiment un don, Daphné. Tu devrais en faire ton métier, décoratrice d'intérieur. C'est vrai, a renchéri mon père, la bouche pleine. Daphné a l'œil. Elle sait ce qui est beau. Pas comme toi, Soline. Il s'est tourné vers moi, le couteau pointé dans ma direction. Je me souviens de ton studio quand tu étais étudiante. Une horreur. Des murs blancs, pas de décoration, juste des livres partout. On aurait dit une cellule de moine. Tu n'as aucun sens esthétique. C'est pour ça que tu resteras locataire toute ta vie. Tu ne sais pas projeter ton âme dans un lieu. Tu n'as pas d'âme à projeter, peut-être. La phrase a claqué comme un coup de fouet. Tu n'as pas d'âme à projeter. C'était d'une cruauté gratuite, absolue. J'ai senti les larmes me piquer les yeux, mais je les ai ravalées. Pas ce soir. Ce soir, je ne pleure pas. Ce soir, je mords. J'ai posé mes couverts. J'ai pris une gorgée d'eau pour faire passer la boule dans ma gorge. C'est intéressant que tu dises ça, papa, ai-je dit doucement. Parce que le minimalisme est un choix. Ce n'est pas un manque d'âme, c'est une recherche de clarté. Mais je comprends que pour vous, l'accumulation d'objets soit synonyme de réussite. Daphné a éclaté de rire, un rire strident. Oh là là, la philosophe de comptoir. La clarté. C'est l'excuse des pauvres, Soline. Je suis minimaliste veut dire je n'ai pas les moyens d'acheter des belles choses. Assume-le. J'ai souri. Un sourire froid, tranchant. J'assume tout, Daphné. Absolument tout. Et toi? Est-ce que tu assumes tout? Tes choix? Tes dettes? Son sourire a vacillé une microseconde, mais elle s'est reprise vite. Mes dettes? Je n'ai pas de dettes, ma chérie. Je suis propriétaire. Je possède mon toit. Toi, tu paies le prêt de quelqu'un d'autre. Tu es l'esclave du système. Moi, je suis libre. C'était le moment. L'univers s'alignait. Elle venait de prononcer les mots fatidiques. Je suis propriétaire. Devant témoin. Mon père a levé son verre, rougeaud, triomphant. Exactement. À la propriété. À la réussite. Et à Soline, puisse-t-elle un jour comprendre que la vie, c'est fait pour être mordue à pleines dents, pas pour être grignotée comme une souris. Tout le monde a ri. Encore une fois. Ce cœur de hyène qui se nourrissait de ma supposée médiocrité. J'ai regardé ma mère. Elle riait aussi. Elle ne me défendait pas. Elle ne disait pas arrêtez, c'est méchant. Elle riait parce qu'il était plus facile de rire avec les forts que de pleurer avec les faibles. C'est à cet instant précis que mon cœur s'est durci définitivement. J'ai senti le lien familial se rompre. Ce petit fil ténu qui me retenait encore à eux, ce désir enfantin d'être aimé, a cassé net. Il ne restait plus que la froideur de la justice. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai déverrouillé l'écran. J'ai ouvert l'application de gestion bancaire et immobilière. Le fichier PDF était là, prêt. Leur rire allait s'éteindre. Et le silence qui suivrait serait le plus beau son que j'ai jamais entendu. Arrêtons-nous une seconde. Imaginez-vous à ma place.
Votre père vient de vous traiter de souris sans âme. Votre sœur vous humilie sur votre situation financière alors que vous savez pertinemment qu'elle vit à vos crochets. Vous avez la preuve irréfutable dans votre main. Que auriez-vous fait? Auriez-vous explosé de colère? Auriez-vous quitté la table en pleurant? Ou auriez-vous fait comme moi, choisi la méthode froide et chirurgicale? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. J'ai besoin de savoir si je suis allé trop loin. Le rire de mon père résonnait encore quand j'ai posé mon téléphone à plat sur la nappe blanche, l'écran tourné vers le plafond. J'ai appuyé sur une icône. Papa, ai-je dit, coupant net son hilarité. Tu as dit que je paierais le prêt de quelqu'un d'autre toute ma vie. Tu as raison sur un point, l'immobilier est un excellent investissement. C'est pour ça que j'ai acheté ma première maison il y a 2 ans. Le silence s'est fait progressivement, comme une vague qui se retire. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Daphné a froncé les sourcils. Quoi? Tu as acheté quoi? Une cabane à outils? Un parking? Non, ai-je répondu en la fixant droit dans les yeux. Une villa. Au bord du lac d'Annecy. Une belle maison moderne, avec un ponton privé et une cuisine en quartz que tu trouves apparemment datée. Daphné a pâli. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle commençait à comprendre. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans son cerveau embrumé par l'alcool. Mon père a secoué la tête, incrédule. Tu racontes n'importe quoi. Tu es ivre? Tu n'as pas les moyens d'acheter à Annecy. C'est hors de prix. C'est là que Daphné a acheté. J'ai glissé mon doigt sur l'écran. Léandre, ai-je dit doucement. Connecte-toi au Bluetooth s'il te plaît. Je crois qu'il y a un malentendu sur le propriétaire de la maison où tu dors tous les soirs. Léandre n'a pas bougé. Il était pétrifié. Il regardait sa femme, puis moi, avec une terreur absolue. Puisque tu ne bouges pas, je vais le dire simplement. La société SL.N Investissement. S pour Soline. L pour liberté. N pour enfin, peu importe. C'est moi. Je suis la propriétaire de la villa du lac. Je suis votre propriétaire. Un cri étouffé est sorti de la gorge de ma mère. Mon oncle Pierre a laissé tomber sa serviette. C'est impossible, a murmuré Daphné. L'agence a dit que c'était une investisseuse étrangère. J'ai demandé à ce qu'on te dise ça. Pour protéger ma tranquillité. Mais voyons les choses en face. J'ai le contrat ici. J'ai tourné le téléphone vers eux. J'avais oumé sur la signature électronique en bas du bail. La mienne. Et la leur. Et j'ai aussi autre chose, ai-je continué, ma voix devenant plus dure, plus métallique. J'ai le relevé de compte. J'ai fait défiler l'écran. Les chiffres rouges sont apparus. Septembre, payé, retard 15 jours. Octobre, impayé. Novembre, impayé. Décembre, impayé. Total dû avec pénalité, 48 400 €. J'ai levé les yeux vers mon père. Il était gris. Littéralement gris. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Alors papa, ai-je dit. Qui est le locataire ici? Et qui est le mauvais payeur? Tu t'es moqué de moi parce que je loue un appartement que je paie rubis sur l'ongle. Mais ta fille chérie, ta lionne, vit dans ma maison, use mes meubles, et me doit près de 50 000 €. C'est ça la réussite? C'est ça l'ambition? Voler sa propre sœur? Daphné a explosé. Elle a bondi de sa chaise, renversant sa coupe de champagne qui s'est brisée sur le carrelage. C'est un piège. C'est dégueulasse. Tu nous as espionnés. Tu as fait exprès de nous louer cette maison pour nous humilier. Je me suis levée aussi, calmement. Je ne t'ai pas forcé à signer le bail, Daphné. Je ne t'ai pas forcé à ne pas payer ton loyer. Tu as fait ça toute seule. Tu as voulu jouer à la grande dame avec l'argent que tu n'avais pas. Et maintenant, l'addition est arrivée. Léandre s'est pris la tête dans les mains et a commencé à sangloter doucement. On n'a pas l'argent. On est ruiné. Les cartes de crédit sont bloquées. Taisez-vous.
a hurlé mon père en tapant du poing sur la table si fort que les assiettes ont sauté. Taisez-vous tous. Il me regardait avec une haine que je n'avais jamais vue, même dans mes pires cauchemars. Ce n'était pas de la honte pour Daphné. C'était de la haine pour moi. Parce que j'avais brisé l'image. J'avais brisé le mythe. Tu es contente de toi? A-t-il craché. Tu as ruiné le réveillon. Tu as ruiné ta sœur. Tu es un monstre. J'ai encaissé le coup sans ciller. Je suis peut-être un monstre, papa. Mais je suis un monstre propriétaire et solvable. Et vous, vous êtes juste des menteurs fauchés. La scène qui a suivi était digne d'une tragédie grecque ou d'une mauvaise émission de télé-réalité. Après le choc initial, la stratégie de ma famille a changé. Ils sont passés de l'attaque à la victimisation, puis au chantage affectif. C'est le cycle classique des narcissiques, nier, attaquer, et enfin inverser les rôles de victime et d'agresseur, d'Arvo. Ma mère s'est levée et est venue vers moi, les mains jointes comme pour une prière. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais je savais qu'elle était tactique. Soline, ma chérie. Tu ne peux pas faire ça. C'est ta sœur. C'est ta propre chair et ton propre sang. Tu ne vas quand même pas leur demander cet argent? Je l'ai regardée avec incrédulité. Maman, on parle de 48 000 €. Ce n'est pas 50 € prêtés pour un déjeuner. C'est une somme énorme. C'est le fruit de mon travail. Mais tu en as beaucoup. Est intervenue Daphné, reniflant bruyamment. Si tu as pu acheter cette maison, c'est que tu es riche. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Rien. Pour nous, c'est la vie ou la mort. C'est ça, ton argument? Ai-je demandé. Parce que j'ai réussi à force de travail, je te dois de l'argent? C'est le communisme familial selon Daphné? Valérie s'est interposée, essayant de reprendre son autorité de patriarche. Écoute-moi bien, Soline. On est une famille. Dans une famille, on s'entraide. Tu vas annuler cette dette. Tu vas déchirer ce bail et tu vas laisser ta sœur vivre dans cette maison pour un loyer symbolique. Disons. 500 € par mois. C'est ce qu'elle peut payer. J'ai failli m'étrangler. 500 €? Pour une villa de 200 mètres carrés au bord du lac? Les charges seules me coûtent plus que ça. Tu me demandes de la subventionner? Je te demande de faire ton devoir de sœur. A-t-il crié. Sinon. Sinon quoi? Ai-je défié? Sinon tu ne fais plus partie de cette famille. Je te rayerai de ma vie. Plus de Noël, plus d'anniversaire, plus rien. Tu finiras seul avec ton argent. J'ai regardé autour de la table. Mes oncles et tantes baissaient les yeux, gênés, mais personne n'intervenait. Personne ne disait « Valérie, tu exagères, elle doit payer ce qu'elle doit ». Ils étaient tous complices de cette folie. J'ai réalisé à ce moment-là que je n'avais rien à perdre, car je n'avais jamais rien eu. Cette famille dont ils me menaçaient de m'exclure n'était qu'un mirage. Un club privé où je n'avais jamais été membre, seulement servante. Très bien, ai-je dit. Si c'est le prix à payer pour ma dignité, je l'accepte. J'ai pris mon sac. Daphné, Léandre. Vous avez 30 jours. C'est la loi. Dans 30 jours, si la dette n'est pas réglée intégralement, l'huissier viendra avec la police pour l'expulsion. Et papa, puisque tu t'es porté caution solidaire, s'il ne paie pas, c'est toi qui paieras. Je ferai saisir ta maison s'il le faut. Quoi? A hurlé mon père, devenant violet. Tu n'oserais pas. Ta propre maison d'enfance. C'est un contrat, papa. Tu l'as signé. Tu voulais jouer les riches garants pour ta fille prodige? Assume. Je me suis dirigée vers la porte. Ma mère a essayé de m'attraper le bras. Soline, ne pars pas comme ça. On peut discuter. On va trouver un arrangement. Il n'y a pas d'arrangement, maman. Il y a la loi. Et il y a le respect. Vous n'avez ni l'un ni l'autre. J'ai franchi la porte d'entrée sans me retourner. J'ai entendu le bruit d'un verre qui se brise contre un mur. Probablement mon père qui jetait quelque chose de rage. Dehors, l'air était encore plus froid, mais il me semblait pur.
J'ai marché jusqu'à ma voiture, mes jambes tremblant légèrement maintenant que l'adrénaline retombait. Je me suis assise au volant, j'ai verrouillé les portes et j'ai laissé échapper un long soupir. Je venais de déclarer la guerre. Et j'allais la gagner. Les 30 jours qui ont suivi ont été une leçon magistrale sur la toxicité humaine. Si je pensais que le dîner était le point culminant, je me trompais. C'était juste l'ouverture des hostilités. Dès le lendemain, mon téléphone a commencé à saturer. Pas seulement d'appels de mes parents, mais de toute la famille élargie. Les singes volants, flying monkey, étaient lâchés. C'est un terme psychologique qui désigne les personnes manipulées par un narcissique pour harceler sa victime. J'ai reçu des messages de cousins que je n'avais pas vus depuis 10 ans. Comment peux-tu faire ça à ta sœur? Tu es une égoïste sans cœur, l'argent t'a monté à la tête. Daphné avait lancé une campagne de désinformation massive. Selon sa version, j'avais volé son héritage. Quel héritage? Mes parents sont vivants, et je profitais d'une faille juridique pour la mettre à la rue avec ses futurs enfants. Elle n'était toujours pas enceinte, mais ça faisait pleurer dans les chaumières. J'ai adopté la stratégie du no contact. J'ai bloqué tous les numéros. J'ai mis en place un filtre sur mes emails. Tout ce qui contenait les mots famille, pardon, se allait directement dans un dossier spécial que je transmettais à mon avocate, Maître Valenti. Maître Valenti était une femme formidable. Froide, précise, impitoyable. Elle adorait mon dossier. C'est un cas d'école, Soline, me disait-elle. Bail signé, caution signée, impayé prouvé. Ils n'ont aucune chance. Le 15 janvier, mes parents ont tenté le tout pour le tout. Ils sont venus à mon bureau. Pas dans le hall cette fois, mais sur le parking, m'attendant à la sortie. Mon père avait l'air hagard, mal rasé. Ma mère pleurait. Soline, a dit mon père d'une voix brisée, loin de l'arrogance du réveillon. On ne peut pas payer. On n'a pas 48 000 euros. Si tu saisis notre maison, on est fini. On sera à la rue à notre âge. J'ai ressenti une pointe de pitié. C'étaient mes parents, après tout. Les voir ainsi, diminués, suppliants, c'était dur. Mais je me suis souvenu de ces mots, tu resteras locataire toute ta vie. Je me suis souvenu de son rire. Papa, ai-je dit. Tu as une Mercedes. Vends-la. Daphné a des sacs de luxe. Qu'elle les vende. Vous avez des options. Vous choisissez juste de ne pas les utiliser parce que vous tenez trop à votre image. Tu es une enfant ingrate, a sifflé ma mère. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi, maman? À part me faire sentir que j'étais de trop? Ils n'ont pas répondu. Ils savaient. Au fond d'eux, ils savaient. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie. J'ai pleuré sur le trajet du retour. C'était la dernière fois que je pleurais pour eux. Le 28 janvier, 2 jours avant l'échéance, j'ai reçu un virement de 10 000 euros. C'était tout ce qu'ils avaient pu rassembler. C'était insuffisant. La loi est claire, un paiement partiel n'arrête pas la procédure si le bailleur le refuse. J'ai demandé à Maître Valenti de continuer. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de principe. Il fallait aller jusqu'au bout pour briser le cycle. Si je cédais maintenant, il recommencerait dans 6 mois. Il fallait cautériser la plaie au fer rouge. Le matin du 31 janvier, le ciel était gris et bas sur Annecy. C'était le jour J. Je n'étais pas sur place. Je ne voulais pas voir ça. Mais Madame Ombeline m'a fait un rapport détaillé, et mon avocate m'a envoyé le procès-verbal de l'huissier. L'huissier, accompagné de 2 serruriers et d'une escouade de police, au cas où, a sonné à la porte à 9 heures précises. Personne n'a répondu. Ils ont sonné encore. Finalement, Léandre a ouvert. Il était en pyjama, les yeux cernés. Il n'a pas résisté. Il a juste dit, on s'en va. Laissez-nous juste prendre nos affaires. Mais Daphné, elle, ne voulait pas partir. Elle s'était enfermée dans la chambre principale. Elle hurlait qu'elle était chez elle, qu'elle allait appeler la presse. La police a dû intervenir pour la faire sortir. Elle est sortie menottée, pour résistance à agent, pas pour la dette, hurlant des insultes contre moi, contre ses parents qui ne l'avaient pas sauvée, contre le monde entier. Des voisins, les fameux voisins adorables, étaient sortis pour regarder le spectacle. Certains filmaient avec leur téléphone.
La vidéo de Daphné, échevelée et hystérique, traînée hors de la villa de ses rêves, a fait le tour des réseaux sociaux locaux avant d'être supprimée. Sa réputation d'influenceuse glamour était détruite en quelques minutes. La réalité avait rattrapé la fiction. L'état de la maison était catastrophique. Ils avaient vécu là comme des squatteurs de luxe. Des taches de vin sur les parquets en chêne massif. Des trous dans les murs où ils avaient accroché des tableaux lourds sans chevilles adaptées. Le jardin était une friche. Mais le pire, c'était l'odeur. Une odeur de laisser-aller, de négligence. L'odeur de gens qui ne respectent rien parce qu'ils pensent que tout leur est dû. J'ai dû dépenser près de 15 000 € pour tout remettre en état. J'ai bien sûr ajouté cette somme à leur dette. Mes parents ont dû vendre leur Mercedes et contracter un prêt à la consommation à un taux exorbitant pour payer une partie de la dette et éviter la saisie de leur propre maison. Ils sont désormais financièrement étranglés. Ils vivent chichement, comptant chaque centime. La retraite dorée dont ils rêvaient est devenue une retraite de survie. Daphné et Léandre ont divorcé 3 mois plus tard. Léandre est reparti vivre chez sa mère en Bretagne. Daphné est retournée vivre chez mes parents. À 35 ans, elle dort dans son ancienne chambre d'adolescente, entourée de ses posters délavés et de ses rêves brisés. Ils sont enfermés ensemble dans cette maison, se reprochant mutuellement leur malheur, dans un huis clos infernal que je suis heureuse de ne plus partager. Au printemps, une fois les travaux terminés, j'ai remis la villa en vente. Le marché avait repris des couleurs. L'histoire de la maison, bien nettoyée, n'a pas effrayé les acheteurs. Au contraire, la rénovation impeccable que j'avais refaite a attiré du monde. J'ai vendu la maison en avril. J'ai réalisé une plus-value nette de 120 000 € par rapport à mon prix d'achat initial, même après déduction des frais de réparation et des frais de justice. C'était l'argent de la liberté. J'ai pris une décision radicale. J'ai démissionné de mon poste d'actuaire. J'avais assez d'argent de côté pour voir venir. J'ai quitté la région. J'ai coupé les derniers ponts. J'ai changé de numéro de téléphone, j'ai fermé mes anciens comptes de réseaux sociaux. J'ai disparu de leur radar. Je me suis installé dans le sud-ouest, près de Bordeaux. J'ai toujours aimé le vin, la terre, l'authenticité. J'ai acheté une petite exploitation viticole. Pas un grand château, mais une belle propriété avec du potentiel. Aujourd'hui, je travaille la terre. Mes mains sont calleuses, mon dos me fait mal parfois, mais je n'ai jamais été aussi heureuse. Je produis quelque chose de réel. Je ne vends plus du risque, je vends du plaisir. J'ai rencontré quelqu'un. Un homme, Marc. Il est ébéniste. Il ne sait rien de ma fortune passée, ni de mes drames familiaux, sauf ce que j'ai bien voulu lui dire, que je ne parle plus à ma famille parce qu'ils étaient toxiques. Il n'a pas posé de questions. Il m'a juste prise dans ses bras et a dit « On choisit sa famille, Soline. Et je suis heureux que tu m'aies choisi. Pour la première fois, je me sens vue. Pas comme une fonction, pas comme une banque, pas comme un bouc émissaire. Juste comme Soline. » Récemment, j'ai appris par un ancien collègue qui a croisé un de mes cousins que mon père raconte à qui veut l'entendre que je suis une fille indigne qui les a abandonnés. Qu'ils sont les victimes d'une enfant ingrate qui a mal tourné. Ça ne me fait plus rien. Leurs mots ne m'atteignent plus. Ils sont comme des fantômes qui hurlent dans le vent. Je suis à l'abri, derrière les murs solides de ma nouvelle vie, des murs que j'ai construits pierre par pierre, honnêtement. Je vous raconte cette histoire aujourd'hui non pas pour me vanter de ma vengeance, mais pour vous dire qu'il y a une sortie. Si vous êtes, vous aussi, le vilain petit canard de votre famille, si on vous utilise, si on vous méprise, n'attendez pas qu'ils changent. Ils ne changeront jamais. Construisez votre porte de sortie en silence. Soyez malin. Soyez patient. Et quand le moment sera venu, partez sans vous retourner. La liberté a un prix, c'est vrai. J'ai payé le prix de la solitude pendant un temps. Mais la tranquillité d'esprit que j'ai aujourd'hui n'a pas de prix. J'espère que mon témoignage vous donnera la force de dire non. Si vous avez aimé cette histoire, si elle a résonné en vous, merci de laisser un j'aime sur la vidéo, cela aide énormément la chaîne. Et surtout, je veux vous lire. Racontez-moi dans les commentaires, avez-vous réussi à couper les ponts avec des proches toxiques? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Votre expérience peut aider quelqu'un d'autre à franchir le pas. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires de résilience et de justice.
Hier soir, j'ai ouvert une bouteille de ma première cuvée. C'est un vin rouge, corsé, avec des notes de fruits noirs et une pointe d'épices. Je l'ai baptisé la revanche. Non, je plaisante. Je l'ai appelé l'aube. Parce que c'est le début de quelque chose de nouveau. J'étais assise sur ma terrasse, regardant le soleil se coucher sur mes vignes. Marc rabotait une planche dans son atelier un peu plus loin, le bruit régulier de son outil était apaisant. J'ai pensé à Daphné. J'ai pensé à elle dans sa petite chambre, probablement en train de scroller sur son téléphone, cherchant une vie qu'elle n'aura jamais parce qu'elle refuse de la construire. J'ai ressenti non pas de la colère, mais une immense tristesse pour elle. Elle est prisonnière de ses mensonges. Moi, je suis libre dans ma vérité. J'ai levé mon verre vers l'horizon. À Soline, ai-je murmuré. Et pour la première fois, ce n'était pas un toast solitaire. Le vent a bruissé dans les feuilles, les oiseaux ont chanté, et j'ai su que j'étais exactement là où je devais être. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, votre valeur ne se définit pas par le regard de ceux qui ne savent pas vous voir. Au revoir. Yeah, I feel bad for this Black Widow we had on our team. Because, like, they did so good compared to, like, all of us. You know, like, they honestly got the SVP robbed. You're right. Look at one final hit. Come on. Hey, Tommy, you suck. What? What did I do? Why am I getting attacked? What did I do? You'll need a top-notch team to win this one. My strategy worked. As long as I stay quiet, you guys move away from me. I did just instantly switch to Tommy. It did work. No matter the cost. Oh yeah. I tend He to pulled a love drag. souls like a shepherd tends to his flock. I've mastered the art of standing so incompletely still that I've become invisible to the I can't wait until he adds. He gets added to the game. Oh my god, I hope that's an ability of his. 30 seconds. Oh my Like, god, if that'd be like, so if it's funny. passive, if he just stands still and turns invisible, I would love this game even more. I would play this game even more than I play it now. God. I feel like he'd be a tank. Really? I see it. Like, but he doesn't do a lot of damage. Just tank. Because I have not seen him in one scene where he did not get beat up. 3, 2, You get beat. 1. Yeah, huh? You have to stop them from securing the mission area. You idiots! They got the Pain Brothers on their team. What? You heard Pain him. Brothers. I am dying. Oh my gosh. We're in this together. I'll go over here. The Pain Brothers. I'm getting targeted by Hulk. Oh fuck, I tried. Ooh. What am I playing? Can I not? I'm gonna lose my mind. Here. Oh, I died. Okay, what does Earthbound mean? What does the thing do to me? It means you can't use any of your movement abilities. Wow, that's fun. Wow, that guy just got completely fucked up. That's fun. The thing has been able to do that since the I beginning swear of to the God, game. Oh, dang it, I've never exactly. seen that. He's always been able to do that since he's been released. Yeah. Maybe I'm blind. I've never seen that. I swear.
Are you sure? I'm 100%. I've At least I never think so. seen that. What? I'm 100%. I think so. Aren't you bored thing? Am. How are you thinking so? I don't know. You just tried to solo ult me. Go away. Require some aid. Cosmic might return. Unite. I'm actually doing something with them. Venom. Venom, venom, venom. Venom, 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 venom. Your fate is sealed. You are safe now, my friend. Oh my god! No, I tried. Oh my goodness. Oh,